pas pour deux. Non, à la tribune, je crois, non? Ah non, mais... Ah oui, là, c'est... Non, mais là, je... Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans ces murs. Je salue nos partenaires, la revue L'Histoire, le Centre de recherche français à Jérusalem et l'IREMO, respectivement en la personne de Valérie Anna, Vincent Lemire et Jean-Paul Chagnolot. Je remercie le Palais du Luxembourg qui nous accueille et le personnel du Sénat qui ne ménage pas sa peine. Ma collaboratrice Esra Siam, palestinienne née en France, a été d'un grand recours dans la préparation de ce colloque, en une période où le calendrier législatif est en outre particulièrement chargé au Sénat. Elle en a été l'une des principales chevilles ouvrières. Elle vous en dira elle-même tout à l'heure quelques mots. Nous avons déjà dans notre cabinet créé un État binational entre moi et elle. Donc, vous voyez, hein, ça peut évoluer. Nous nous excusions d'avoir fermé les inscriptions dès vendredi en raison d'une affluence inattendue pour un espace malgré tout réduit. Nous avons obtenu une deuxième salle pour une projection des débats en streaming, mais il était hélas impossible de faire mieux. Toutes les plateformes, les réseaux et les organes de presse qui ont aidé à la diffusion des informations relatives au colloque, les graphistes, les amis qui sont engagés dans un projet, somme toute un peu audacieux, sont également chaleureusement remerciés. Intervenantes, intervenants, modérateurs, modératrices, pour certains venus de loin, sans vous, ce colloque n'aurait pas pu avoir lieu. Merci à vous. C'est vous qui donnerez le ton dans un climat, j'insiste, de liberté, avec une volonté d'échange et un esprit de débat qui vous caractérise, en essayant bien sûr de sortir des sentiers battus. Le projet de ce colloque a émergé il y a plusieurs mois, bien avant que ne soit formé le nouveau gouvernement de Netanyahou, où figurent des ministres suprémacistes et ultra-religieux fanatiques, bien avant que les événements sanglants des dernières semaines et des derniers jours ne viennent à nouveau endeuiller les Israéliens et les Palestiniens. Tout cela était certes prévisible, et ce qui se passe actuellement a un terrible goût de déjà-vu. Une étape supplémentaire a pourtant été franchie. Des dizaines de milliers d'Israéliens descendent dans la rue pour réclamer le respect des principes et des valeurs d'une démocratie pleine et entière. Dans ce contexte, y aurait-il dans le pays une place pour discuter de la question palestinienne sans aveuglement, sans œillères, sans occulter aucun aspect de la réalité? Je l'espère, mais rien n'est joué. Les pays arabes, de leur côté, s'intéressent peu ou pas au sort des Palestiniens. Leur business avec Israël les satisfait. L'Europe dispense des fonds à défaut d'opter pour une politique de faire émerger de vraies solutions. Les États-Unis ne font guère mieux. Trop de gouvernants hésitent à faire un pas en direction des Palestiniens par crainte que ce ne soit mal perçu par les communautés juives locales, dont la communauté juive française ultra-légitimiste. Il vaut mieux oublier le conflit entre Israéliens et Palestiniens, d'où ce silence assourdissant. Tant qu'Israël continuera de centrer sa propagande intérieure et bien sûr extérieure sur la dénonciation des attaques terroristes dont il est la cible, en tâchant de faire oublier le lien que ces attaques ont avec l'aggravation de la colonisation à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, avec les mesures vexatoires, avec les humiliations au quotidien, avec les opérations meurtrières conduites contre la population. On ne voit pas comment une solution pourrait se faire jour. Israël continuera à rogner la Cisjordanie où un État palestinien aurait pu voir le jour. La faiblesse du Fatah qui renvoie à plus tard les élections, avec un Mahmoud Abbas complètement décrédibilisé, bouche un peu plus l'horizon, politique bien sûr. Tout cela nourrit la violence armée. Nous ne sommes pas là pour la justifier, mais pour essayer de comprendre ce qui la favorise et pour dire ce qui pourrait contribuer à la réduire.
le déni ne fait avancer aucun conflit. Vous aurez sûrement noté que dans le titre de la seconde, formulé comme une question, de la seconde table ronde, bien sûr, formulé comme une question, le mot apartheid est entre guillemets. Le sujet est délicat, explosif. Beaucoup préféreraient qu'on n'en parle pas ou alors à mots couverts. Nous n'avons pas fait ce choix. La loi Israël, État-nation du peuple juif, adoptée le 19 juillet 2018, oblige à ouvrir le débat pour ce qui concerne Israël même. Et impossible, bien sûr, de faire l'impasse pour ce qui concerne la gestion des territoires occupés et de leur population. La Cisjordanie, bien sûr, mais aussi Gaza, soumis à un blocus. Peut-on comparer Israël et l'Afrique du Sud d'antan, où nous devons revoir, préciser la définition du mot apartheid lorsqu'on parle d'Israël? Nos intervenants nous le diront. Notre troisième table ronde posera une autre question. Jérusalem est-elle une capitale impossible? Et pourquoi? Le poids de cette ville dans nos imaginaires, le capital culturel dont elle est chargée, son emplacement même, les réalités complexes et imbriquées du terrain, tout paraît rendre inextricable à Jérusalem ce qui relève du religieux, du politique et du national. Comment est-il possible de sortir de ce piège? La table ronde finale reviendra, elle, sur la possibilité d'une solution d'État binational. On sait que dans les années 1920 et 1930, cette solution fut un beau projet, une utopie portée par les intellectuels juifs de l'association Brit Shalom, Alliance pour la paix. Une utopie bien vite abandonnée. Aujourd'hui, la question se pose en d'autres termes. La colonisation ne rend-elle pas de toute façon impossible la constitution d'un État palestinien viable et véritablement indépendant à côté d'un État israélien? N'est-ce pas désormais la réalité du terrain elle-même qui impose de repenser à une solution binationale? Voilà donc brossé à grands traits notre programme du jour. Il bougera sans doute au fil des interventions et des débats avec vous, le public. Réfléchissons ensemble ce qui sera notre modeste contribution, quelques gouttes d'espérance dans un lac sombre et agité. Merci. Ma collaboratrice voudrait vous dire quelques mots et je vais laisser après la parole au président, au modérateur de la première table ronde, Gilbert Roger, qui est le président, il est sénateur, mais aussi le président du groupe d'amitié Israël-Palestine. Ne pensez pas qu'on a pris parti... France-Palestine, voilà. Le président du groupe d'amitié France-Israël avait été également invité. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je suis un peu plus grande. C'était petit. Alors, au cours de mon parcours universitaire, on m'a souvent dit « ton origine te fera forcément défaut ». Alors il est vrai que ce n'est pas toujours évident d'être une franco-palestinienne en France. On a l'impression qu'on doit se justifier en permanence de ne pas être antisémite, qu'on doit faire attention à la moindre revendication, à la moindre critique formulée à l'encontre d'Israël. Moi, j'ai grandi en assumant qui j'étais, mais je conservais tout de même cette peur d'être un jour freinée par mes origines. Et je tiens particulièrement aujourd'hui à remercier la sénatrice Esther Benbassa, qui tord le cou systématiquement aux préjugés et surtout à mes préjugés, et avec qui il est si facile d'être soi-même. C'est-à-dire fière d'être à la fois française et palestinienne. Quand l'idée de ce colloque est née il y a quelques mois, nous ne pouvions présager de cette triste actualité, même si la situation là-bas est telle qu'elle peut exploser à tout moment. Travailler à l'organisation de ce colloque est aussi une preuve qu'on peut s'entendre sur la question israélo-palestinienne, qu'il est possible de se regarder en face, de discuter, de s'interroger mutuellement sur les causes et échecs.
le silence de la communauté internationale rend encore plus insupportable cette situation de fait. Moi, je ne connais la Palestine qu'à travers de vagues souvenirs d'enfance à Gaza et de par le récit de ma mère. Les Gazaouis et les Palestiniens, de manière générale, sont un problème dont on ne désire plus trouver de solution. Ils sont livrés à eux-mêmes, déshumanisés, totalement invisibles aux yeux du monde. Et pourtant, qu'est-ce que ce peuple chérit la vie et qu'est-ce qu'ils sont drôles, les Palestiniens. Et pourtant, même désespérés, ils cultivent l'espoir qu'un jour ils pourront jouir de leur pleine liberté. Et c'est notre responsabilité de chercher à relancer un processus de paix. Nous ne devons pas céder aux tentations de l'indifférence, de l'habitude du tragique et du fameux conflit sans fin. Et si ce colloque peut être un moyen, même infime, de porter une voix pacifique dans ce débat inexistant, alors les Palestiniens auront gagné quelque chose aujourd'hui. Parler de la Palestine, c'est ne pas la laisser mourir. Et je terminerai par cette citation tirée d'un poème de Mahmoud Darwish, « Ala hadhihi al-ard ma yastahiqqu al-haya » qui signifie « Sur cette terre, il y a ce qui vaut la peine de vivre ». Je vous remercie. Merci à toi pour cette belle conclusion de ton intervention. Merci à Esther de m'avoir demandé de présider la première table ronde. Alors, je vais faire un peu une petite présentation de moi-même, surtout que je suis en fin de mandat et qu'au mois de septembre, je prends ma retraite avant que Madame Borne s'occupe de nous. Et donc, comme je suis élu depuis 2 mandats, donc presque 12 ans, et qu'arrivé au Sénat, on m'a demandé, pratiquement dans les premiers jours, on m'a dit, voilà, on n'a personne pour s'occuper du groupe d'amitié France-Palestine, et comme tu es quelqu'un de la banlieue plutôt ouvert au débat, on a pensé que ce serait bien que tu t'en occupes. En gros, tu n'as pas le choix. Si j'avais dit France-États-Unis ou France-Japon, là, c'était totalement fermé, bien évidemment. Bon, et j'ai donc accepté cela. Je crois avoir fait 2-3 trucs plutôt intéressants. Un, de groupe d'amitié, je l'ai fini par le faire transformer très vite de groupe d'études, je l'ai fait transformer en groupe d'amitié. C'est-à-dire qu'on l'a mis à l'équivalence ici au Sénat, et c'est important dans le concept du Sénat, de groupe d'amitié, c'est-à-dire à l'équivalence effectivement de ce que nous faisions avec Israël, avec les États-Unis, le Japon ou un autre pays. Nous ne sommes plus un groupe d'études, nous sommes un groupe d'amitié. L'autre chose que j'ai fait en 2014, alors j'avais la chance, je croyais à cela, j'y crois toujours. Il y avait mon ami François Hollande à la présidence de la République, une majorité intéressante à l'Assemblée nationale. Donc j'ai déposé une proposition de résolution pour que la France reconnaisse l'État de Palestine. Et Esther s'en souvient, on a beaucoup travaillé, beaucoup négocié. J'ai négocié des points, des virgules, des temps de conjugaison avec Jean-Pierre Raffarin et Gérard Larcher, qui étaient dans la minorité à l'époque, pour que le texte puisse passer dans un Sénat qui avait quand même une forte proportion de LR dans l'hémicycle. Et on a gagné, j'ai gagné, on a obtenu cette adoption. Mais malheureusement, même avec un président de la République que je continue d'apprécier, on n'est pas allé beaucoup plus loin. La chose récente que j'ai réussi à faire, c'est d'obtenir, moi je suis membre de la Commission Affaires étrangères et défense et forces armées du Sénat, de faire que la commission aille en Israël et en Palestine. Et là, coup de malchance,
Je me suis fait une fracture au moment où ils partaient, mais ils sont allés avec chaque président de groupe politique de la commission en Israël et en Palestine, et ils ont réussi à faire ce qu'il m'a toujours été refusé à chaque fois que je vais dans ces territoires du Moyen-Orient. Ils ont réussi à entrer à Gaza, en menaçant d'ailleurs de repartir immédiatement, parce qu'on leur trouvait toutes les excuses de la terre pour ne pas entrer à Gaza, mais ils y sont entrés. Moi, je n'ai jamais réussi à obtenir cette autorisation. Donc, j'ai raté quelque chose. Mais c'était important parce que les membres de la commission, pour beaucoup, n'étaient jamais allés au Moyen-Orient. Et enfin, j'ai raté un truc, je le dis parce que Esther en a parlé, je vais finir là-dessus. Au Sénat, il y a effectivement un groupe d'amitié France-Palestine et il y a un groupe d'amitié France-Israël. Je n'ai jamais réussi à obtenir que les deux groupes soient ensemble dans une même salle, donc des sénateurs de la République dans une même salle pour recevoir ou travailler ensemble. Et par exemple, quand les ONG, je reçois Shaul de Breaking the Silence, lundi matin, je vais recevoir le nouveau directeur général de l'UNRWA la semaine suivante. Toutes ces personnalités viennent parce qu'ils savent que ma porte est ouverte, la porte de notre groupe est ouverte, quelles que soient les opinions. Eh bien, je regrette, je n'aurais pas réussi à faire ça. Enfin, il me reste quelques mois, mais je ne me fais guère d'illusions. Alors, la première table ronde, une terre, deux peuples. Alors, en faisant un peu de recherche, je me suis aperçu que c'était Dominique Perrin, un historien et professeur agrégé, qui avait utilisé cette expression dans un de ses livres, où il essayait d'expliquer la singularité de cette terre, de cette région, d'une Palestine qui est une zone géographique dans laquelle il y a rarement eu d'expression politique locale. Il y a eu beaucoup d'envahisseurs, beaucoup de passages, mais jamais localement d'État qui s'était créé. Et puis, il y a eu effectivement la création de l'État d'Israël et ces contestations quasi immédiates qui se sont faites sur les contours, les frontières dessinées à l'époque pour ce nouvel État d'Israël. Alors, Esther l'a dit, on vit une période terrible. Bien sûr, l'Europe, la France, nous sommes absolument orientés, concentrés sur ce qui se passe en Ukraine. Toutes les semaines, il y a un débat, une résolution, et c'est normal sur ce que nous faisons avec l'Ukraine. Mais du coup, sous les radars, désormais, le Moyen-Orient et ce qui se passe en particulier entre Israël et Palestine disparaît complètement. L'arrivée de l'extrême droite et d'un messianisme exacerbé pose un problème à la société israélienne elle-même. Et donc, nos intervenants, peut-être, nous en parleront. On peut penser parfois que cela peut vaciller d'un point de vue du pouvoir israélien, vers quel côté du balancier le gouvernement va-t-il pencher. La deuxième chose, il y a les colonies qui se développent de plus en plus. Dans l'accord électoral, il a été demandé qu'il y ait la possibilité de faire des colonies, même à Gaza. Donc, c'est dans l'accord électoral, pour vous dire la pression importante qui existe. Esther a touché du doigt, alors moi, quand je reçois les Palestiniens, c'est la première chose que je leur dis, quand est-ce que vous faites des élections, quand est-ce que
Enfin, on donne un espoir à la jeunesse palestinienne. Et la réponse que j'ai de toutes les personnalités qui défilent dans mon bureau, c'est de me dire, vous comprenez, si on fait des élections, c'est le Hamas qui gagne. Et on ne peut pas faire des élections puisque les Israéliens nous interdisent de les faire à Jérusalem. Donc, autre question qui vont nous être posées. Et puis ensuite, il y a tout ce que la presse diffuse. Je suis un des habitués des fois d'I24, qui est une chaîne assez particulière, mais je suis l'arabe de service là-bas. Eh bien, le nombre de fake news sont terribles. Alors voilà, ce sont toutes des questions qu'on peut se poser. Comment est-ce qu'on peut avoir une terre et avoir le respect de deux nations qui devraient vivre en paix et en sécurité? Et démocratiquement, donc, j'ai proposé que ce soit comme premier intervenant Denis, qui est à mon extrême droite sur la tribune, et qui va donc commencer. On va... Oui, très bien, c'est plutôt rassurant. Et c'est à lui de commencer à ouvrir le bal. J'ai été trop long, m'a dit Esther. Oui, sur le petit bouton rouge. Et moi, j'ai éteint le mien. Bien, bonjour, et je vais m'associer aux remerciements à l'adresse d'Esther Benbassa qui a pris cette initiative heureuse et hélas trop rare sur ce sujet aujourd'hui, puisque il y a vraiment un tabou sur la question palestinienne et sur la question coloniale en particulier. Et je vais essayer de dire en quelques mots comment ce tabou s'exerce et pourquoi. Vous savez que Netanyahou est à Paris, donc il était hier soir, il dînait hier soir en principe avec Macron. Et à l'ordre du jour, précisément, il n'y avait pas du tout, que je sache, la question palestinienne. Sans doute a-t-elle été évoquée dans le secret des conversations privées, mais pas du tout comme un enjeu de cette rencontre. L'enjeu, Netanyahou est venu chercher soutien de la France pour une offensive qu'il programme contre l'Iran. Et là où, autrefois, peut-être, la France aurait demandé en contrepartie des assurances sur la question palestinienne, aujourd'hui, les assurances sont sur la question ukrainienne, c'est-à-dire le souhait que Israël s'engage plus dans l'armement des Ukrainiens. Et on est bien là dans le deux poids, deux mesures qui a été évoqué déjà. Donc, par ailleurs, Netanyahou, en venant à Paris, obtient une sorte de brevet d'honorabilité qui n'était pas donné, parce qu'il est maintenant à la tête d'un gouvernement, on le dit toujours, le plus à droite et à l'extrême droite de l'histoire d'Israël. Il suffit simplement de regarder un peu l'histoire récente. En 1995, Rabin est assassiné. Un homme approuve cet assassinat, voire fait partie de ceux qui l'ont inspiré. C'est Itamar Ben-Gvir. Donc 1995, 2005, 2015, 2025, il n'aurait pas fallu attendre 3 décennies pour que les assassins de Rabin soient au pouvoir en Israël. Et là, on a vraiment le marqueur, si j'ose dire, de cette extrême droitisation. Alors, effectivement, il y a un brevet d'honorabilité. On pouvait s'interroger, c'est-à-dire qu'avec un tel gouvernement, et l'interrogation subsiste pour l'avenir, hein, jusqu'à quand les capitales occidentales, comme on dit, vont-elles pouvoir faire comme si s'était rien passé en Israël et comme si le gouvernement israélien était un gouvernement comme un autre, comme par le passé? La réponse appartient en partie à l'extrême droite, ce qu'elle va commettre comme crime, comme forfait, mais elle appartient surtout aux capitales occidentales qui auront peut-être du mal à tenir cette ligne. Alors, il n'y aura pas de question palestinienne dans les entretiens avec Netanyahou, mais il y a évidemment d'autres procédés qui permettent de faire en sorte qu'on ne parle plus de la question coloniale, qui est devenue un tabou. Et en particulier, ça a été aussi brièvement évoqué à l'instant, c'est-à-dire qu'on a l'impression maintenant que ne compte plus dans le récit, dans le narratif, comme on dit, israélien, mais qui est repris totalement par une grande partie de la presse française et occidentale, il n'y a plus que des crimes de sang. C'est-à-dire, c'est pratiquement des faits divers. C'est-à-dire qu'il y a des attentats palestiniens et des représailles israéliennes.
représailles israéliennes qui interviennent parfois avant les attentats palestiniens, au prétexte qu'il y avait l'intention de commettre des attentats et qu'il y avait un soupçon d'attentats, et que par conséquent, on a pris les devants. Et il y a eu récemment une enquête, non pas d'Haaretz, mais c'est Haaretz qui l'a publiée, qui est une enquête de l'armée israélienne qui dit que ceux qui sont qualifiés de terroristes palestiniens, très souvent n'en sont pas. C'est-à-dire qu'il y a les victimes de l'armée, les quelques 140 victimes de l'armée, il y en a eu d'autres qui ont été tués par des colons, etc., près de 200, je crois, en 2022, qui est l'année du triste record de cette année 2022. Ces gens n'ont été profilés par l'armée qu'à 45% d'entre eux. C'est-à-dire qu'il y a 45% d'entre eux dont l'armée pense, ce n'est pas toujours d'ailleurs démontré, parce qu'on parle de profil, mais on ne parle pas, disons, d'actes, qu'ils avaient quelque chose à voir avec les armes, les groupes armés, etc. Les autres, on ne sait pas, ils ont été tués quand même. Encore faudrait-il s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'un groupe armé, car c'est un peu vite dit, c'est-à-dire que les Palestiniens ne naissent pas avec un fusil Kalachnikov ou Uzi entre les mains, et si la jeunesse va plutôt vers les groupes armés, c'est par cette double désespérance qui est à la fois le fait de l'absence de perspectives politiques et aussi de perspectives politiques de paix, mais aussi de perspectives politiques du côté palestinien. Cela a été dit aussi par l'absence d'élections depuis 2006. Donc c'est effectivement là aussi le tabou de la question coloniale qui est instrumentalisé, et on a l'impression que ces groupes armés prospèrent comme ça par désenchantement, si j'ose dire. Le rapport de l'armée israélienne montre aussi que l'armée a de plus en plus la gâchette facile. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de libéralisation, si j'ose dire, le mot n'est peut-être pas très heureux, disons, du droit de tuer. En effet, l'intention, le soupçon, la peur, la crainte, et un soupçon qui est largement souvent nourri de haine raciale, hein, parce que si il y a cette liberté de tuer, cette intention, cette intentionnalité, c'est évidemment nourri par le racisme, et aussi par le fait que dans l'armée, il y a de plus en plus de colons. Alors, on en vient à une attitude politique des capitales occidentales, et pas seulement, qui ne traitent que les crimes de sang. Et donc, c'est halte à la désescalade, faire baisser la tension, etc., arrêter les violences, etc. Mais plus jamais, disons, ce qui est le cœur du conflit, c'est-à-dire la question coloniale, qui n'est plus évoquée. Alors, on a l'impression qu'on a affaire à des pacifistes. Même Poutine en vient entre deux roquettes ou missiles lancés sur l'Ukraine à appeler à l'apaisement. Hein. Quand on est pacifiste, on ne se refait pas. Tout le monde a ce même discours, qui est une occultation, évidemment, de la question coloniale. Alors, on a vu récemment la visite d'Anthony Blinken en Israël et en Palestine, si j'ose dire, parce qu'il n'a rencontré que Mahmoud Abbas, qui n'est plus très représentatif, disons, de l'opinion palestinienne. Mais en effet, Blinken a dit quelque chose, là aussi, occultant complètement la question coloniale, la question des territoires. Il ne l'a évoqué que sous une forme qui est tout à fait spécieuse, puisqu'il a dit qu'il fallait décourager tous ceux qui voudraient entraver la solution à deux États. Ce qui est extraordinaire, parce que la solution à deux États n'est évoquée maintenant que comme un procédé pour finalement masquer la possibilité de toute solution politique. Et puis décourager, ça veut dire quoi ? Je fais peu confiance à Blinken ou à Biden pour décourager Ben Gvir. Parce que c'est ça, on aimerait bien savoir comment ils vont décourager Ben Gvir. Donc là, on voit bien qu'on est, disons, dans un discours qui est évanescent et qui n'est pas du tout concret. Alors, puisque j'ai dit que je voulais évoquer aussi, au-delà des procédés qui permettent d'occulter la question coloniale, m'interroger sur le pourquoi. Et le pourquoi, il est cruel.
Je me suis penché là, ces jours derniers sur des déclarations très anciennes, très historiques de Ben Gourion depuis 1937. En 1937, il disait déjà qu'il n'était pas question qu'il y ait un État partiel juif sur le territoire de Palestine, que ça ne serait qu'une étape. D'ailleurs, c'est l'argument qu'il a employé ensuite, vous savez, dans la fameuse conférence de Biltmore en 1942, et c'est l'argument qu'il a employé contre ceux qui, dans son propre camp, étaient hostiles au plan de partage, en disant « Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une étape, vous allez voir, et on emploiera tous les moyens pour, un jour ou l'autre, avoir tout le territoire. » Alors, je dis que c'est cruel parce que Ben Gourion était un homme de culture, et ses héritiers sont extraordinairement vulgaires, mais finalement, et je conçois ce que je vais dire, et c'est peut-être brutal, mais Ben Gvir et Netanyahou et les membres de ce gouvernement ne font finalement qu'exécuter un plan, par le projet d'annexion qu'ils ont, qui est celui historique du sionisme. C'est-à-dire que la question coloniale est consubstantielle, de cette façon, au sionisme. Et on est donc dans un discours du fait accompli, mais un fait accompli qui mélange les époques, parce que les Palestiniens ne sont pas les Apaches des territoires palestiniens, ils ne sont pas les aborigènes comme les Australiens, ils sont là, très forts, et on ne peut pas les occulter durablement. Cependant, en effet, il y a cet héritage qui est un héritage culturel du sionisme, qui, selon moi, sans entrer dans ce débat, qui est un débat compliqué, complexe, et généralement je botte en touche quand on m'interroge là-dessus, parce que j'ai des très bons amis qui sont sionistes et qui pensent au fond comme moi sur la solution qui serait souhaitable par rapport aux perspectives de paix dans les territoires. Mais cependant, je pense que le sionisme est accompli, il a accompli sa mission, qui est de créer Israël. Il ne s'agit pas de revenir là-dessus, bien entendu. Et je vois bien que la propagande israélienne s'appuie beaucoup sur les discours extrémistes de ceux qui disent, qui disaient, je ne sais pas s'ils le disent encore tellement, mais certainement ils le disent encore, qu'il faut détruire Israël. Non, mais en revanche, cette mission étant accomplie, le sionisme aujourd'hui ne peut être que l'ambition d'annexer les territoires. Et c'est Ben Gvir qui est l'héritier vulgaire, finalement, des projets initiaux, originels, historiques de Ben Gourion. Alors, comme ils ne l'ont pas fait, mais pour essayer, on continuera différemment avec la présentation. Donc, Karine est chargée de recherche au CNRS et au CNES, et Denis, journaliste, ex-directeur de Politis, et il est chargé de cours à l'IRIS. Et donc, Dominique, qui va prendre ces 10 minutes, va aussi se présenter comme journaliste. Voilà. Merci beaucoup. Journaliste, ça suffit. Bon. Absolument. Ehud Barak, qui n'est pas un gauchiste, a parlé du gouvernement israélien qui vient d'être investi comme, je cite, un gouvernement aux valeurs fascistes. Effectivement, autour d'un Likoud radicalisé, de partis ultra-orthodoxes plus théocratiques que jamais, il comprend pour la première fois 3 partis suprémacistes, racistes et homophobes. Et ces dirigeants de ces 3 partis se sont vus offrir par Benjamin Netanyahou des ministères importants. À Ben Gvir, la sécurité nationale, à Smotrich, les finances, mais de fait, la Cisjordanie, et à Maoz, moins connu en France, l'identité juive nationale. La formule qu'on utilise tous, plus ou moins, veut qu'il s'agisse du, je cite, gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Je crains qu'elle ne sous-estime le changement qualitatif représenté par cette coalition. Elle comporte en effet un triple danger. D'abord pour les Palestiniens, car elle entend accélérer la colonisation en vue de l'annexion, présentée comme un objectif, de la Cisjordanie, dont des ministres ultranationalistes rêvent à haute voix
d'expulser les Palestiniens. Cet objectif à long terme explique d'ailleurs sans doute, à mon avis, l'extraordinaire violence des soldats et des colons dans la dernière période. Certains ministres prônent même le démantèlement immédiat de l'autorité palestinienne. Quant à Jérusalem, la visite provocatrice de Ben Gvir sur l'esplanade des mosquées témoigne de la décision d'effacer au plus vite le statu quo de 1967. Symbole de toute cette agressivité, ça a été dit, l'interdiction du drapeau palestinien. Pour les Israéliens, deuxième danger, la coalition veut en finir avec le dernier garde-fou de la démocratie, la Cour suprême, en donnant légalement le dernier mot à la Knesset, dans un pays qui n'a pas de constitution, je le rappelle. Les suprémacistes prônent même l'interdiction des pays arabes, des partis arabes israéliens, et le retrait, je le précise, de la citoyenneté aux Israéliens déloyaux. Et Smotrich a précisé deux noms qui nous servent de repère, le nom du député communiste arabe Ayman Odeh, mais aussi le nom du député juif, communiste lui aussi, Kassif. J'ajoute que les suprémacistes et les Haredim entendent renforcer la théocratie en tournant le dos à l'aspiration d'une nette majorité des Israéliens à des réformes de caractère laïque. Ils veulent le monopole du judaïsme orthodoxe contre les judaïsmes réformés et conservateurs. Ils veulent l'application stricte du Shabbat. Ils refusent le mariage et le divorce civil. Ils veulent le maintien de l'exemption du service militaire pour les étudiants des écoles religieuses, les yeshivot. Et pureté juive oblige, la coalition a décidé de rendre la loi du retour plus restrictive, quitte, voyez la contradiction, à réduire la LIA. Enfin, troisième danger pour la région et pour le monde, car au risque d'une troisième intifada s'ajoute la menace d'une opération militaire pour empêcher l'Iran de fabriquer sa bombe. Netanyahou oublie ce faisant que si les mollahs ont pu effectivement enrichir massivement leur uranium, c'est parce que Donald Trump, sous sa pression, avait déchiré l'accord sur le nucléaire iranien. Tout ce que je viens de présenter comme un programme est déjà à l'œuvre. Le mois de janvier a vu ces projets prendre corps, avec pour résultat un bain de sang. 37 Palestiniens tués en moins de 30 jours et 7 Israéliens assassinés. S'il y a donc péril en la demeure, je voudrais toutefois dire qu'il n'a rien de fatal, ce péril. Le premier obstacle vient bien sûr des territoires occupés. Le printemps palestinien 2021 avait prouvé que les Palestiniens ne se laisseraient pas faire. Depuis, malgré une répression sans précédent, la résistance se poursuit et recourt ici ou là aux armes, parfois même contre des civils, on l'a vu. En Israël même, ça vient d'être dit par Karine, d'énormes manifestations s'opposent à Netanyahou. Le 21 janvier, on a recensé dans les 3 manifestations 130 000 participants. En termes français, ça équivaut à 900 000 chez nous. Ça n'est pas marginal. Comme si, après avoir voté comme ils ont voté le 1er novembre, nombre d'Israéliens se réveillaient avec la gueule de bois. J'en veux pour preuve 4 sondages qui ont été publiés tous dans les 3 premières semaines de janvier. Premier sondage, en cas d'élection législative, le bloc de Netanyahou n'aurait plus que 58 sièges au lieu de 64. Deuxième sondage, 62% des sondés estiment que le Likoud a fait trop de concessions à ses partenaires. Troisième sondage, 54% contre 35% défendent la suprématie de la Cour suprême. Et, curieusement, personne n'en a parlé en France, 53% contre 37% souhaitent des négociations immédiates avec l'autorité palestinienne. Cette évolution de l'opinion, dans les manifestations et dans les sondages, encourage la résistance de la Cour suprême. Elle s'est rappelée au bon souvenir de Netanyahou en le contraignant à se séparer, pour l'instant en tout cas, du ministre de l'Intérieur et de la Santé, Aryeh Deri, condamné pour corruption en 1999 et pour fraude fiscale en 2022.
Et ce n'est pas la seule tension, on le sait, au sein de la coalition. Alors certains Israéliens, on le voit, se mobilisent, d'autres votent avec leurs pieds. Selon notre ambassade de France à Tel Aviv, le nombre de demandes de citoyenneté française a bondi de 13% pendant le mois de novembre dernier, après les élections. D'autres États européens annoncent les mêmes chiffres, similaires. Et au total, en un an, la hausse des demandes donc, de passeports européens a atteint 45%. De quoi augmenter la Yérida, le contraire de l'Aliyah. Or, déjà aujourd'hui, des centaines de milliers de juifs israéliens vivent durablement hors de leur pays. Tout cela ne suffira évidemment pas si la communauté internationale ne prend pas ses responsabilités. Alors il y a une contradiction. C'est évident que la radicalisation du gouvernement isole un peu plus Israël sur la scène onusienne. Lors de la 77e Assemblée générale, en décembre dernier, seuls 4 États, 4, se sont opposés avec Israël à la résolution annuelle sur le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Les États-Unis et 3 superpuissances, les îles Marshall, la Micronésie et Nauru. Peu après, c'est au moins aussi important, une majorité a appuyé la demande palestinienne d'avis de la Cour internationale de justice. Ayant qualifié cette démarche de terroriste, la demande d'un avis de la Cour internationale de justice, il faut entendre le représentant d'Israël, Eldan, à l'ONU. On est stupéfait. On croirait un meeting du Bétard, et encore d'un Bétard très très dur par rapport à ce qu'on a pu connaître en France. Eh bien, plus de 100 États ont condamné les sanctions qu'a prises Israël contre les Palestiniens suite à cette demande d'avis de la Cour internationale de justice. Et le Conseil de sécurité a réaffirmé la nécessité de respecter le statu quo sur les lieux saints après la visite de Ben-Gvir sur l'esplanade. Je me demande même si Netanyahou ne pourrait pas, à terme, perdre une partie de ses acquis diplomatiques. Même les accords d'Abraham semblent ébranlés, d'autant qu'ils restent très impopulaires dans les opinions arabes. Dans l'enquête très récente du CAREP, qui porte sur 33 000 sondés dans l'ensemble du monde arabe, seuls 8% acceptent une reconnaissance d'Israël par leur pays s'il n'y a pas de solution du problème palestinien. Nombre d'États arabes ont protesté contre la provocation de Ben-Gvir sur l'esplanade. Et j'attire votre attention sur ce point, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal Ben Farhan, a précisé, je cite, « Une vraie normalisation et une vraie stabilité nécessitent de rendre aux Palestiniens de l'espoir et de la dignité, ce qui, a-t-il conclu, nécessite de leur donner un État. » Le voyage de Netanyahou en Arabie saoudite s'éloigne comme la ligne de l'horizon. Voilà pour les discours onusiens, les discours de réaction à l'activité provocatrice de ce gouvernement. Mais est-ce que la communauté internationale va passer des discours aux actes? Au fond, c'est la seule question qui vaille. Au lendemain de la rencontre choquante pour moi d'Emmanuel Macron avec Benyamin Netanyahou, il convient de le rappeler clairement. L'histoire de la question palestinienne depuis 1967 démontre que l'impunité dont bénéficie Israël alimente sa violation permanente des résolutions de l'ONU et plus généralement du droit international. Or, avec ce nouveau gouvernement, il tombe le masque. Eh bien, c'est le moment ou jamais de le sanctionner. Merci de votre attention. Quel chronomètre. Merci. Alors, Alice Froussard va intervenir. Donc, elle est journaliste indépendante et correspondante, en particulier à RFI, Radio France et Mediapart, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Déjà, je suis ravie d'être avec vous à Paris et de voir que vous êtes aussi nombreux. Ça fait plaisir. Oui, donc comme l'a dit Gilbert, justement, moi je suis journaliste, je suis ce qu'on appelle pigiste, c'est-à-dire que je suis freelance, indépendante, comme vous voulez. Et en fait, je suis correspondante là-bas, donc je couvre l'actualité d'Israël et de la Palestine en étant sur place, en vivant sur place. Donc en gros, je
je travaille principalement pour Radio France, pour RFI, pour Mediapart, mais vous pouvez aussi parfois me lire dans d'autres publications, je pense notamment à Libération ou Le Figaro, par exemple. Enfin voilà, ça dépend. Donc moi, je suis journaliste, c'est-à-dire que vraiment, je fais surtout un travail de terrain. Je rapporte des paroles, je rapporte les voix, et en fait, ce que je vois, les échanges en fait que j'ai avec des Israéliens ou des Palestiniens sur le terrain. Donc c'est un peu de ça dont j'ai envie de vous parler ce matin. Notamment sur le thème, en fait, on a dit donc une terre, deux peuples. Moi, ce matin, j'ai choisi sur le thème de parler donc des Palestiniens qui, en fait, malgré ces divisions géographiques, malgré en fait ce morcellement de l'espace, en fait, eux forment un seul et même peuple, et à la fois sur tout le territoire. Et en tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. En fait, qu'ils soient palestiniens de Jérusalem, qu'ils soient palestiniens de Cisjordanie, qu'ils soient palestiniens de Gaza ou encore palestiniens citoyens d'Israël, en fait, ils ont cette même identité, en tout cas, sur tout le territoire. Donc, on aura l'occasion, en tout cas, d'y revenir, je pense, dans la journée. Cette solution à deux États, pour eux, en fait, évidemment, elle est une illusion, et c'est sur le terrain, plus personne n'y croit, c'est ce qu'ils nous disent, parce que ce qu'ils nous parlent, c'est voilà, qu'est-ce qu'on fait, en fait, des colonies qui ont l'air de villes et dont l'étendue décourage complètement tous les scénarios d'évacuation. Qu'est-ce qu'on dit aux réfugiés palestiniens qui voient parfois, depuis leur camp de réfugiés, la ville de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, où ils espèrent encore retourner. Tout ça, c'est aussi des questions qui font que, évidemment, sur le terrain, et en tout cas pour les Palestiniens, cette solution à deux États, elle n'est pas du tout envisageable. En tout cas, elle n'est pas réaliste, entre guillemets. On aura, je pense, l'occasion d'y revenir dans les tables rondes de l'après-midi. Mais voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que des Palestiniens, eux nous le disent, qu'il y en a vraiment sur tout le territoire, et l'illusion a été un petit peu qu'Israël, entre guillemets, a oublié cette existence des Palestiniens de l'autre côté de la ligne verte. Et tous le disent quand on les interroge, ils sont palestiniens, ils ont une seule identité, ils ont forcément des réalités différentes, puisque il y a différentes restrictions, ils vont avoir différentes cartes d'identité, ils vont avoir différents degrés de ce que eux appellent justement cet apartheid qu'ils subissent. Alors, je vais un petit peu dérouler pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Chaque particularité, en tout cas, de ces Palestiniens, et donc en commençant avec ceux qu'on met parfois un petit peu à part, c'est-à-dire les Palestiniens citoyens d'Israël. Donc en fait, quand on est journaliste, déjà le fait d'utiliser ce terme palestinien citoyen d'Israël, on se fait beaucoup critiquer sur l'utilisation même de ce terme. Souvent, les gens les appellent les Arabes israéliens. Mais ce que eux nous disent, c'est que non, on n'est pas des Arabes d'Israël, on est des Palestiniens citoyens de l'État d'Israël. En fait, ils essaient de mettre en avant le fait que cette citoyenneté, elle leur a été entre guillemets imposée, ou du moins ils l'ont acceptée pour pouvoir vivre. Et ils précisent que non, il n'y a pas tant de différence que ça avec les Palestiniens de Cisjordanie ou de Gaza, ou les réfugiés palestiniens, qu'ils soient en Cisjordanie ou dans les pays voisins. Leur réalité, certes, elle est différente, leurs droits sont différents, mais à différents degrés, ils se battent aussi pour ce même objectif. Et cet objectif, c'est justement ce désir ardent de reconnaissance, justement ce désir d'égalité en fait des citoyens. Parce que même s'ils n'ont pas les mêmes, ils ont peut-être des cartes d'identité de la même manière, finalement ils n'ont pas. C'est une minorité en fait. Ils sont à peu près 20% de la population israélienne, donc c'est à peu près 1 700 000. Et en gros, pour eux, cette partition, cette ligne verte et ce morcellement géographique, ils ont toujours été illusoires. En fait, ils existent de fait dans la réalité. Effectivement, il y a cette ligne verte, il y a ce morcellement géographique, mais ça ne l'est pas dans les esprits. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a vraiment vu, notamment sur le terrain en mai 2021, où il y a eu à la fois toutes ces manifestations dans des villes dites à majorité palestinienne en Israël, qui avaient été... c'est-à-dire que les Palestiniens de Jérusalem ou de Cisjordanie, évidemment, on s'attendait à ce qu'ils manifestent ou ce qu'ils soient dans les rues, mais évidemment, ça a été assez différent, en tout cas, de voir ce qui se passait donc, à Saint-Jean-d'Acre, Akko ou Akka, de voir ce qui se passait à Haïfa, de voir ce qui se passait à Jaffa, de voir ce qui se passait à Lod.
Et voilà, et en fait, tout ça, ça a surpris énormément de monde. Ça a aussi surpris les Israéliens de gauche, qui justement, ceux qui sont anti-occupation et qui se disaient que finalement, il y avait cette coexistence et que tout allait bien. En fait, non, ça a projeté un petit peu l'histoire dans le présent et ça a aussi rouvert des vieilles cicatrices à tous ces Palestiniens, entre guillemets. Et donc aujourd'hui, ces Palestiniens citoyens d'Israël, entre guillemets, ils ont des revendications. Par exemple, la dernière fois, en fait, sur le côté terrain, en fait, je suis allée à Jaffa. Eux parlent évidemment du gouvernement qui déplace encore des habitants palestiniens, donc les Arabes de Jaffa, entre guillemets, sous couvert d'une gentrification, alors que les prix de l'immobilier ne cessent d'augmenter, etc. Donc ça aussi, c'est une autre... c'est quelque chose qu'ils revendiquent et dont ils parlent. Ils ont aussi l'impression, nous disent-ils, d'être toujours traités, en fait... un petit peu à part, pas comme des citoyens à part entière. Ils ont très mal vécu la loi État-nation, évidemment, on en parlait tout à l'heure. Et en fait, ils parlent de cette fausse mixité. Il suffit de voir aussi, quand on va, par exemple, à Jenin pendant le Ramadan, évidemment, il y a plein de Palestiniens citoyens d'Israël. On peut voir aussi même Ramallah le vendredi soir, il y en a plein qui viennent, de regarder la fréquentation des hôtels, même à Naplouse le week-end. Évidemment, ils sont remplis de ces citoyens d'Israël qui viennent aussi, en fait. Eux peuvent justement se déplacer. Et ça, c'est pas seulement pour des raisons économiques, parce qu'évidemment, il y a aussi ces raisons économiques, de fait que c'est moins cher en Cisjordanie, donc pour aller passer un week-end, etc. Mais non, c'est aussi une raison de langue, de culture, d'appartenance aussi. Et en fait, voilà, ils ont tous cette même objectif, c'est cette quête d'identité. Karine parlait tout à l'heure un petit peu justement même de ces Israéliens aussi qui votent pour des pays, des partis arabes lors des élections. Je me rappelle justement du slogan du parti Balad pour les dernières élections israéliennes. Le slogan, c'était un peu un combat pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité de tous les citoyens. Donc tous les citoyens, y compris les Palestiniens en Israël. Alors évidemment, certains sont politisés, d'autres ne le sont moins. Il y a différents degrés, mais il y a aussi toutes ces questions qu'on a vues principalement lors des dernières élections. C'est toujours ce dilemme, en fait, et qui ressort au niveau des élections, c'est de dire, pour ces Palestiniens citoyens d'Israël, est-ce qu'il faut voter pour se faire entendre, pour faire entendre sa voix, c'est-à-dire dire qu'on se soucie de cette dignité, de la manière dont ils sont traités. Ils se soucient aussi de ce qui se passe justement à Al-Aqsa, de ce qui se passe en Cisjordanie, de ce qui se passe à Gaza. Alors, peut-être, peu importe pour qui ils votent, ces Palestiniens citoyens d'Israël, des fois, se réveillent le matin et veulent voir voilà, si l'État est contre eux ou pas contre eux. Donc, ils ont envie de voter pour justement le dire. Sauf que malheureusement, on le voit souvent dans les votes, ça... Enfin, par exemple, le parti Balad, il n'est pas du tout passé, il n'a pas franchi le seuil électoral. Donc ils ont voté, mais finalement, ça n'a servi à rien. Alors d'autres aussi disent que, par exemple, il faut voter et s'allier avec des partis dits sionistes, donc c'est-à-dire pour obtenir plus de budget pour les villes à majorité palestinienne, par exemple. Donc ça, c'était le cas de Mansour Abbas, qui en 2021, lui, avait rejoint la coalition gouvernementale un peu par pragmatisme. Et puis, il y a aussi tous ceux qui complètement boycottent ces élections et de se dire qu'en votant, finalement, rien ne changera pour eux depuis la Knesset. Et donc, le fait qu'il y ait quelques Arabes assis au Parlement, eux voient ça plutôt comme l'idée de dire oui, bon, c'est pour montrer que finalement, c'est une grande démocratie, mais on voit qu'ils n'ont pas du tout, de poids derrière. Donc tout ça, c'est un peu ce que nous disent, en tout cas, ce que j'ai vu sur le terrain, en faisant des reportages justement avec ces Palestiniens citoyens d'Israël. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu aussi oublié, parce que souvent on dit, voilà, deux États côte à côte, un Palestinien, un Israélien, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait du coup de tous ces Palestiniens citoyens d'Israël qui, eux, se disent et se définissent en fait comme Palestiniens. Et puis, voilà, ils ont effectivement des différences avec leurs autres citoyens, enfin, avec les autres Palestiniens. Par exemple, peut-être qu'à Jérusalem-Est, les Palestiniens se disent plus libres que d'autres, mais ils subissent parfois justement tous ces contrôles permanents, il y a des arrestations, ils ont aussi tout le temps cette crainte de pouvoir perdre leur carte de résident, parce qu'en fait, ils ne sont pas citoyens, c'est-à-dire qu'ils ont une carte de résident, c'est un peu comme une carte de séjour qui
qui, à première vue, en fait, cette carte d'identité, elle ressemble à celle de n'importe quel citoyen israélien, mais ça ne fait pas d'eux des citoyens à part entière, c'est un peu l'équivalent d'une carte de séjour. Donc évidemment, elle peut être retirée. Et donc là encore, lors de reportages, moi ce que j'ai vu, c'est que j'ai rencontré des Palestiniens qui avaient, par exemple, des choses presque toutes bêtes, mais qui avaient peur en fait. S'ils étaient en couple avec un Palestinien de Cisjordanie, ils ont juste peur de se marier, parce que se marier avec leur conjoint en Cisjordanie, ça veut dire qu'ils peuvent aussi perdre leur carte d'identité, ils ne veulent pas perdre leur carte de résident de Jérusalem. Et donc, il y a des techniques, par exemple, certains vont aller s'installer à Kufr Akab, c'est-à-dire ça fait partie de Jérusalem, et c'est de l'autre côté du mur, donc ce qui permet de rester à Jérusalem et à la fois d'être avec leur conjoint de Cisjordanie qui ne peut pas passer de l'autre côté du mur. Enfin, tout ça, c'est vraiment des choses qui compliquent leur vie, et ils nous le disent, et en tout cas, ils nous le racontent. Effectivement, ces Palestiniens de Jérusalem, on dit souvent, ah oui, mais ils sont égaux. Évidemment, ils sont égaux lorsqu'il s'agit de payer des impôts. Ils sont égaux en ce qui s'agit aussi d'avoir la sécurité sociale, etc. Certes, ils peuvent aussi voter pour les municipales. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'évidemment, des fois, de la même manière qu'on l'a expliqué pour ces Palestiniens citoyens d'Israël, voter pour les municipales à Jérusalem, ce qu'ils nous disent entre guillemets, c'est si c'est pour élire quelqu'un qui va continuer à distribuer des avis de démolition ou des avis d'expulsion dans des quartiers, par exemple, de Silouan ou de Sherjara, évidemment, pour eux, ça ne sert à rien. Ils ne sont pas forcément égaux non plus en termes de revendications. Karine l'a dit aussi tout à l'heure, en fait, lever un drapeau palestinien à Jérusalem, vous pouvez être sûr qu'en 5 minutes, ça va être retiré, et même avant avoir passé cette fameuse loi qui qui interdit en fait les drapeaux palestiniens. C'était déjà le cas avant. C'était peut-être pas forcément dans les faits, mais en tout cas, dans les textes, je veux dire, mais dans les faits, à chaque manifestation à Jérusalem, si un Palestinien lève un drapeau, il est vraiment retiré dans les 5 minutes. Et voilà, et même en termes de vie culturelle, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais il y a souvent des événements qui sont annulés, qui sont typiquement palestiniens, donc à Jérusalem-Est. Je pense par exemple à des marchés de Noël qui avaient lieu à l'Institut français. Je pense à des difficultés économiques pour le théâtre palestinien à Jérusalem-Est. Tout ça, c'est très compliqué pour les Palestiniens même d'avoir en fait cette vie culturelle. Bon, je vais faire... Je sais pas comment... Voilà. Ouais, bon, sinon je... Voilà. Bon, je vais faire une petite conclusion. Je voulais parler des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza en quelques mots, mais je pense qu'on n'aura pas trop le temps. On pourra y revenir lors des questions si besoin. Mais en tout cas, ouais, en un mot, je pense qu'évidemment, il y a toute cette question du nouveau gouvernement. Beaucoup de Palestiniens, alors peu importe où ils se trouvent sur le terrain, nous le disent finalement, une occupation restera une occupation. C'est ce que disent ceux de Cisjordanie. Et même ceux qui sont justement citoyens d'Israël craignent aussi toujours plus de mesures contre eux. On l'a vu aussi avec les dernières mesures qui ont été passées là ces dernières semaines, qui vont vraiment risquer d'accentuer encore plus le fait que ces Palestiniens vont se sentir à part, qu'il y aura beaucoup plus de répression envers eux. Et voilà, en tout cas, on pourra revenir à tout ça plus tard. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'était que même si on parle de 2 peuples sur une terre, il y a aussi un peuple qui est sur tout le territoire. Merci. Sylvain Sipel, qui est ancien directeur de Courrier International, là aussi pour 10 minutes, et puis ensuite on passera à quelques questions de la salle. Voilà, ça y est. Oui, je suis ancien directeur de Courrier International et actuel journaliste à Orient 21. Alors moi, j'essaie de me conformer à ce qui m'est demandé, c'est-à-dire une terre de peuple. Et je vais prendre peut-être un peu de champ par rapport à l'actualité. Mais je vais commencer par dire que l'intitulé même de notre table ronde me laisse un peu mal à l'aise. C'est-à-dire que moi,
parce que j'ai personnellement une réticence à l'utiliser. Je sais bien que l'expression est commune. L'utilisation la terre de Palestine ou la terre d'Israël m'a toujours cependant paru équivoque, débouchant au mieux sur une fausse piste de réflexion, au pire sur une utilisation indue du mot terre pour justifier des impératifs identitaires. Si on prend l'histoire moderne de la France, on sait qu'on a connu deux types de nationalisme. L'un était un héritier des idéaux universels portés par la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Le second nationalisme, qui s'opposait radicalement au premier, était de type ethniciste. Il portait au plus haut l'idée de la France éternelle. Le premier prônait la démocratie, la République. Le second, longtemps, a prôné le retour à la monarchie, à un régime fort. Ce n'est pas par hasard si ces chantres, les Maurice Barrès, les Charles Maurras, etc., chantaient la gloire de la terre de France. Barrès a écrit son plus célèbre ouvrage s'intitule « La terre et les morts ». Ce n'est pas une obligation, mais dans la plupart des cas, les nationalismes qui chantent la gloire d'une terre sont aussi des nationalismes à caractère ethniciste, identitaire, comme on dit aujourd'hui, des nationalismes qui privilégient l'appartenance à une terre spécifique et, à contrario, qui offrent un statut minorisé à ceux qui ne la détiennent pas par héritage. Voilà pourquoi j'aurais préféré que le thème de notre discussion tourne autour d'un territoire et deux peuples, et non pas une terre et deux peuples. Parce qu'un territoire, c'est un lieu défini, juridiquement identifiable. Une terre, c'est un lieu mythologique. Si on inscrit une pensée, une idéologie dans l'enjeu de la terre, on se réfère non pas au droit international, mais à un droit impalpable, imaginaire, ou encore un supposé droit historique, qui n'est inscrit dans aucun texte juridique, mais que l'on oppose au droit réel, celui qui est adopté par les États sur leur territoire et celui fixé par le droit international. À l'échelle internationale, personne ne reconnaît de manière globale ni le droit religieux, ni le droit, non pas qu'il n'existe pas ailleurs, ni le droit religieux, ni le droit ethnique, ni le droit culturel, ni le droit historique. Et dans l'ensemble, le progrès du droit depuis 2 siècles est lié à son émancipation vis-à-vis de la loi religieuse et aussi du droit de la terre. Or, bâtir une idéologie sur l'idée d'un droit historique, c'est précisément ce qui se trouve à la fondation du sionisme. C'est ce qui soude autour d'un nationalisme émancipateur à la fin du XIXe siècle, mais aussi ethniciste par beaucoup d'aspects, accompagné d'une propension coloniale. Quant à l'idée de la terre des Juifs, ou d'ailleurs en face l'idée d'une terre musulmane et d'autres terres, de la terre de France, depuis la conquête du territoire de la mer au Jourdain, en juin 1967, elle s'est progressivement développée dans les mentalités israéliennes jusqu'à y devenir dominante. Aujourd'hui, chez beaucoup de juifs israéliens, et surtout parmi les plus jeunes, qu'ils soient religieux mais aussi laïcs, la terre d'Israël, sa préservation et son élargissement sont devenus un concept dominant. Et on dit Eretz Israël, c'est-à-dire la terre d'Israël, a supplanté Medinat Israël, c'est-à-dire l'État d'Israël. La terre d'Israël est une idée, est un moteur plus fort que celui de l'État d'Israël. C'est elle qu'on vénère, c'est la terre d'Israël. En 2000, Arafat avait fini par accepter d'ériger son État palestinien sur 23% du territoire de la Palestine mandataire. Et même ça n'a pas suffi. Les Israéliens n'ont pas accepté de laisser à l'OLP une souveraineté sur moins d'un quart du territoire que les Palestiniens habitaient avant 1948. On a imputé le refus israélien à beaucoup de facteurs, mais au fond, peu importe les motifs politiques ou autres qui ont amené les négociateurs israéliens, on parlait de Barak récemment, à refuser les propositions palestiniennes. Au final, il n'est resté qu'un fait dominant. Israël a préféré préserver son occupation sur les territoires palestiniens conquis en 1967 et la domination de son armée sur la population autochtone à toute autre option. Aujourd'hui, 20 ans ont passé, 55 années depuis la guerre des 6 jours. 80% des Juifs israéliens actuels n'étaient pas nés ou avaient moins de 10 ans lorsqu'Israël a conquis la totalité de la Palestine mandataire britannique. C'est-à-dire que 4 Israéliens actuels sur 5 ont vécu dans un Israël où la frontière n'existe plus entre le pays qui est reconnu par le droit international et celui dans lequel les Palestiniens sont occupés. La maîtrise de la terre
et l'idéologie qu'elle charrie ont progressivement conquis toutes les mentalités juives israéliennes. Et le rôle de l'éducation publique en Israël en ce sens a été prédominant. Quand on évoque telle colonie, hormis les plus importantes, les plus connues, Malé-Doumim ou Ariel, mais il y a plus de 100 colonies maintenant, un grand nombre de jeunes Israéliens ne savent pas si elles se trouvent dans l'Israël qui est internationalement reconnu ou dans l'Israël réel, actuel, qui est celui qui projette sa domination sur toute la terre d'Israël. Et d'ailleurs, pour la plupart, ils s'en fichent. Comment s'étonner que les mentalités coloniales aient progressivement colonisé aussi les cerveaux des Israéliens? Il y a 40 ans, un Premier ministre qui déjà était le plus à droite de l'histoire d'Israël à l'époque, il s'appelait Yitzhak Shamir, avait fait interdire le rabbin Kahan. Il avait un colonialiste assumé, raciste et très violent, de participer aux élections. Il l'avait fait interdire parce qu'il l'avait accusé de racisme. Et le racisme était à l'égard précisément des Palestiniens et des Arabes en général. Aujourd'hui, son héritier spirituel, Itamar Ben-Gvir, on ne parle que de lui, conquiert 13 des 120 sièges de la Knesset. Ben-Gvir est à la fois très religieux, très fasciste dans sa pensée politique et très raciste envers les Arabes et les musulmans, et sans doute envers aussi beaucoup d'autres populations. Voilà à quoi ont mené 55 années d'occupation de l'autre peuple sur cette même terre, à une idéologie suprémaciste juive comme l'a décrite Chagai El-Had, le président de B'Tselem, l'ONG israélienne de défense des droits humains. Une idéologie dominante sur un territoire commun où le nombre des Palestiniens et celui des Juifs israéliens est à peu près le même. Certains disent qu'il y a un peu plus de Palestiniens, d'autres qu'il y a un peu plus de Juifs israéliens. Globalement, c'est la même population, 7,5 et 7,5. La question qui se pose, c'est est-ce qu'Israël est capable, par lui-même, est-ce que la population israélienne est capable, par elle-même, de se départir de ce poids, et de ce poids idéologique qui perdure et s'aggrave, parce que ce qu'on voit, mes prédécesseurs en ont parlé, donc je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais Ben-Gvir, c'est à la fois un changement réel et une continuation. Ça n'est pas qu'une continuation, mais ça n'est pas qu'un changement, c'est l'aboutissement d'un processus. C'est ça, Ben-Gvir. Il incarne l'aboutissement d'un processus. Est-ce que les Israéliens, par eux-mêmes, quels que soient les sondages qui peuvent être faits, on peut opposer sondage et sondage, il y a un sondage où 65% des Israéliens rêveraient de vivre dans un état de ségrégation, c'est dit dans ces termes-là, où chacun chez soi, les Arabes, les Palestiniens entre eux et les Juifs entre eux, et on se mélange pas, on ne se voit pas, etc. Donc, si vous voulez, moi ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, après 50 ans d'occupation, imaginez que dans le rapport de force qui existe, et quand je dis rapport de force, il ne s'agit pas seulement d'un rapport de force militaire. Il est évident que les uns disposent de la bombe atomique et d'avions supersoniques et les autres disposent de mortiers minables en comparaison. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. C'est une force globale. Il y a d'un côté un État reconnu, de l'autre une population qui n'a pas d'État. Ça commence par ça. Mais surtout, c'est le niveau technologique, le niveau économique, enfin, etc., qui font qu'il y a un tel déséquilibre que l'idée que par lui-même Israël soit capable de surmonter et, il faut l'ajouter, de perdre les avantages que lui procurent l'occupation et la colonisation, par lui-même, ça me paraît quelque chose d'extraordinairement peu probable. Alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être paraître extraordinairement peu probable également, c'est que je continue de penser qu'il n'y aura pas d'issue, ou du moins d'issue qui ne soit pas une catastrophe générale, il n'y aura pas d'issue en dehors de la communauté internationale. Je suppose qu'il y aura d'autres orateurs qui en parleront, mais ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas renoncer à la question du droit international et à la question du rôle de ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire les États réunis et le Conseil de sécurité. Il ne faut pas y renoncer parce que, de l'intérieur, le déséquilibre des forces
est tel que le changement, ou du moins un changement qui soit progressiste, me paraît très, très, très improbable. Voilà. Je vous propose pour une dizaine de minutes de prendre des interventions, puisqu'après il y a une pause. Il n'y a pas de pause café. D'accord. On s'arrête dans 10 minutes. D'accord. Bon, alors on a à peu près une dizaine de minutes, donc je vais surveiller cela. Et ici, au Sénat, on a une règle obligatoire, en dehors de la cravate quand nous sommes dans l'hémicycle, c'est une question, 1 minute, pas 1 minute 30, 1 minute tout court. Donc je vous propose, vous levez la main, vous présentez, et il y a les petits micros, il suffit d'appuyer sur la touche rouge. Alors, madame, vous vous présentez et 1 minute. Oui. Bonjour, Sadia Aksous, je suis spécialiste des cultures arabes et israéliennes, palestiniennes israéliennes. Monsieur le Président, merci à tout le monde pour ces topos. J'ai une question à vous poser, Monsieur le Président. Merci pour le travail, les amis, cette commission, les Amis de la Palestine, pour ne pas dépasser la minute. Vous avez parlé d'organisation d'élections palestiniennes. La question est la suivante. Est-ce que la souveraineté est exigée pour qu'on puisse organiser aussi des élections? Comment on organise des élections à Jérusalem-Est quand elle est occupée? Comment on organise des élections quand de l'autre côté tout est divisé, les checkpoints, etc. Et je suis vraiment désolée, vous n'avez pas pu faire ce voyage, mais moi qui travaille sur ce terrain depuis 2016, c'est juste flagrant. Et à chaque voyage, c'est la séparation, la séparation. Et aussi, est-ce qu'on va dire à Israël aussi, non, vous n'organisez pas d'élections parce que l'extrême droite va aussi avoir des sièges? Alors, je fais référence à Hamas, bien sûr. Je vais en Israël et en Palestine depuis des années, bien avant d'être entré au Sénat. Donc, je connais bien le coin. Je pense que dans tout État qui a été à un moment donné en énorme difficulté, on arrive à remettre en place des élections avec l'apport, l'appui extraordinairement puissant de la communauté internationale. Bien évidemment, si on demande à l'autorité palestinienne avec ses petits bras de le faire, on n'y arrivera pas. Mais bien évidemment, s'il y a la communauté internationale qui, je le rappelle, d'une façon constante, dit que Jérusalem-Est doit être la capitale de la Palestine vivante aux côtés d'Israël en paix et en sécurité, il faut que cela se tienne et que la communauté internationale obtienne la levée des difficultés de la puissance occupante, bien évidemment. Donc il faut qu'il y ait... Mais dans ma vie, j'ai été longtemps observateur international dans des tas de pays, Chili, Albanie et autres, et on le fait, on y arrive. Oui, monsieur. Oui, je vais vous... Non, c'était juste... Oui. Un mot juste. Je comprends bien ce que vous dites et je connais le dossier, mais il y a eu des élections déjà. Et la communauté internationale a permis l'organisation de ces élections en 2006. Donc je ne vois pas pourquoi en 2022 il ne serait pas possible de refaire ce qu'on a fait en 2006. Il y a quand même 93% des Palestiniens qui en 2021 s'étaient inscrits pour voter. Donc cette frustration de non-vote est un des éléments de la crise. Tout à fait. Monsieur. Oui, Lucien Champenois, je représente l'association pour Jérusalem. Ma question est la suivante. L'ensemble de ce colloque, si j'en crois le programme que j'ai sous les yeux, vise à aboutir plus ou moins à l'adoption de l'idée d'un État binational.
Et on sent que cette idée plane dans l'esprit de certains de nos intervenants, d'ailleurs avec la meilleure intention du monde. Mais il me semble qu'il y a un obstacle fondamental à cela, c'est le problème de l'immigration. Car... Ça y est. La minute. Bon, je crois que vous avez dû Oui, comprendre. tout à fait. Qui souhaite répondre en 1 minute, comme au Sénat? Alors? Oui? Oui. Sylvain? Pardon. Non, mais je vais répondre de manière un peu peut-être provocante, mais je ne crois pas que c'était le sujet des interventions. Je ne crois pas que l'idée binationale ait été au cœur. Ça a été évoqué dans les débats qu'on a eus ici, mais alors vous pouvez me demander moi ce que j'en pense, mais je ne crois pas que ce soit ça. Et justement, ce qui me semble être un élément important de ce rendez-vous, c'est précisément que des idées différentes et des perspectives différentes peuvent émerger. Donc voilà, je ne pense pas que... Madame, tout au fond, puis après. Merci. Charlotte Blandio-Farid, je suis maire de la ville de Mitry-Mory et présidente de la JPF, l'association des jumelages des villes françaises et des camps de réfugiés palestiniens. Je voulais tout simplement évoquer cette question des réfugiés, notamment des réfugiés en dehors des territoires de Cisjordanie et de Gaza, et de la place de la question du droit au retour, et d'avoir un peu votre sentiment. En 1 minute, ça va être compliqué, mais si quelqu'un pouvait l'évoquer, puisque on l'a très peu effleuré. Allez, Alice, vous avez envie. Je veux bien tenter, mais en 1 minute, ça va être compliqué. Non, effectivement, enfin, le droit au retour, c'est la question centrale pour tous ces réfugiés. Et on le voit aussi, c'est pour ça qu'ils préfèrent rester... Enfin, les réfugiés palestiniens, ils n'ont pas envie justement de perdre leur fameuse carte qui va leur permettre peut-être un jour, enfin en tout cas espérer qu'un jour ils puissent retourner sur la terre, dans la maison même de leurs ancêtres. Malheureusement, on le voit. Alors il y a beaucoup d'associations, d'ONG, etc. qui travaillent. Malheureusement, c'est moi, je pense que vous connaissez l'association Badil, qui travaille vraiment beaucoup sur ce droit au retour, et il y a beaucoup d'obstacles, et c'est très dur de faire en 1 minute. Mais pour devenir sénateur, il faut apprendre. Je n'ai pas l'intention d'être sénatrice. Une place à prendre. Rapidement, je vais faire moins d'1 minute, mais je n'ai pas cette ambition. Juste, Dominique Vidal, tout à l'heure, il a parlé de la résolution de l'ONU à propos de la saisine de la Cour internationale de justice pour donner un simple avis sur la colonisation prolongée de la Palestine. Parce qu'une colonisation peut être légale, mais quand elle est très longue, elle n'est plus illégale. Donc, simplement un avis. Et tu as parlé des 100 pays qui ont protesté contre le fait qu'Israël elle punit l'autorité palestinienne à cause de ce vote. Juste, tu n'as pas parlé des 83 pays uniquement qui ont voté pour cette résolution. Même la France, elle s'est abstenue, honteusement. L'Allemagne, elle a voté contre. Alors, qui veut répondre? Dominique? Allez, Dominique, en 1 minute. Non, mais les faits sont rigoureusement, comme toujours, ceux que Taoufik Tahani vient de nous indiquer. Ce qui est frappant, c'est ça que je voulais dire, c'est que 83 pays avaient voté pour le recours à un avis de la Cour internationale de justice, mais quand Israël a puni les Palestiniens pour avoir fait cette démarche qualifiée de terroriste, il y a eu plus de 100 pays qui ont condamné. Ça veut dire qu'on n'est pas dans du béton. Quand on est à l'ONU, moi j'insiste, il y a une dimension onusienne qui est spécifique. On peut très bien voter à l'ONU, et ça arrive, et que ça n'ait absolument aucune conséquence sur le comportement des États qui ont très bien voté. Merci. Monsieur. Et après... Juste deux petits mots. La première, c'est souvenons-nous de 2006 en ce qui concerne les élections. Elles ont eu lieu, elles avaient lieu, parfaitement organisées, sous la supervision de l'Europe et en particulier de Michel Rocard comme responsable. Et comme c'est quelqu'un du Hamas, comme le Hamas était majoritaire, Mahmoud Abbas avait joué le jeu, avait nommé donc un responsable du Hamas comme président, mais ça a été refusé. Et par qui? Qui a détruit ça? C'est l'Europe.
C'est l'Union européenne qui a détruit ce système et ce résultat. En disant on ne peut pas accepter ça, c'est comme si ça n'avait pas eu lieu, on termine, on n'en tient pas compte. La deuxième chose que je voulais dire, c'est sur effectivement ce qui peut se passer dans l'avenir en ce qui concerne la communauté internationale. Je suis d'accord, mais sur un petit détail. C'est que je crois beaucoup quand même que c'est ce qui va se passer aux États-Unis en ayant des répercussions sur la communauté internationale qui peut être un point important. Non, mais il y a encore très peu de temps, je vous aurais dit les États-Unis, parce que dans tout le Moyen-Orient, il y avait un seul acteur qui s'appelait les États-Unis. Pour Riyad, pour le Caire, pour Tel Aviv, pour enfin, le principal, la force politique qu'on respectait, qu'on soit d'accord ou qu'on soit contre, peu importe, c'était les États-Unis. Ça change, et ça a changé depuis maintenant une petite décennie, essentiellement à partir de la guerre de Syrie, mais ça a vraiment changé, et on voit bien qu'on n'est plus dans la même situation de monopole américain dans la région. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas de réponse univoque à votre question. Je pense que les États-Unis n'ont pas perdu ce rôle complètement, mais je pense qu'effectivement, les choses vont évoluer. Je donne une réponse générale parce que c'est très difficile à prévoir. Bonjour, c'est pas... Attendez. Juste, Elia, je te laisse tout de suite. D'habitude, Sylvain nous entretient plus longuement, c'est possible, ici non, du fait qu'il n'y a pas seulement la Maison-Blanche. Il y a l'évolution de l'opinion américaine, et en particulier de l'opinion juive américaine. Et ça, c'est un élément qu'il faut suivre parce qu'on sent une distanciation de l'opinion juive américaine par rapport à la politique israélienne, a fortiori maintenant. Oui, c'est un élément essentiel, mais les décisionnaires, à ce jour, restent Blinken et Biden, et on a vu ce que ça a donné hier et avant-hier. Pardon, c'est pas une question. Comme j'ai négocié moi-même la question du droit au retour pendant 7 ans, c'est moi qui étais en charge de la négociation, j'aurais voulu donner quelques informations à notre ami qui a posé la question derrière. Mais ça va prendre plus qu'une minute. Donc, je peux me désister. Voilà. Il y a 2 éléments pour faire rapide. Il y a tout d'abord le fait qu'Israël est convaincu, Israël dans une grande globalité, à part de très très rares citoyens, que reconnaître le droit au retour est une reconnaissance de l'illégitimité de la naissance de l'État d'Israël. Et qu'à la seconde où les Israéliens reconnaîtront ce droit, ils se retrouveront dans une position en disant « Vous avez toujours clamé que vous étiez un État d'absolue justice. En fait, vous êtes né d'une injustice. Étant né d'une injustice, le temps est venu que vous repreniez la mer. » C'est l'angoisse fondamentale. Tout le monde en parle comme une question d'histoire ou de démographie. Le nœud est là. Et il n'est pas simple. Du côté des Palestiniens, il y a eu un énorme pas qui a été fait pendant la négociation, et je vous dis, au bout de 5 années de négociation, ce qui était sur la table. Les Palestiniens disent 2 choses, et dans un ordre de séquence absolu. On ne peut pas prendre la première phase et la mettre dans la deuxième. La première, c'est que le droit à tout être humain à être sur sa terre natale est un droit absolu non négociable. Je n'ai pas, moi, simplement un droit à 60% d'être palestinien ou à 25% ou à 30%. Et le fait que ce droit doit être reconnu est un préalable pour permettre le reste. Le reste, c'est qu'une fois qu'un droit est reconnu comme étant un droit non négociable, parce que c'est un droit de l'homme, la suite est dans l'ordre de séquence. Son application peut être relative. L'application peut ne pas être absolue, ça veut dire que tous les Palestiniens ne rentreront pas, y compris moi, dans ma maison natale. On peut négocier, mais il faut, pour pouvoir arriver à négocier ce second volet, celui de l'application du droit, commencer par obtenir la reconnaissance du droit. Un dernier point qui dit à quel point il y a eu des occasions ratées terribles. Nous étions arrivés avec 3 négociateurs de chaque côté. Ehud Barak était à l'époque Premier ministre. Nous étions arrivés à un accord qui était une reconnaissance de la part des 3 négociateurs israéliens de ce que je dis et qui aurait pu nous permettre d'entrer immédiatement dans l'application du droit.
Quand ça a été fait, les 3 négociateurs israéliens ont dit « nous devons repartir », avertir Ehud Barak des résultats. Les 3 négociateurs palestiniens ont averti Arafat à l'époque en disant « nous avons abouti, est-ce qu'on rentre ?» Arafat leur a dit « ça ne vaut pas la peine, restez sur place, ils vont faire un aller-retour ». Ils ne sont jamais revenus car ce jour-là, Ehud Barak a été convaincu que s'il cédait aux acquis de ses propres négociateurs, il allait perdre les élections. D'ailleurs, il les a perdues et je crois que s'il n'avait pas eu cette position, il les aurait gagnées. Mais on a perdu une occasion. Voilà. Merci. Merci Elias qui interviendra cet après-midi. Et Esther qui est la maîtresse du temps. Non, de maison. Femme au foyer. J'aurais pas osé. Bon, écoutez, on se retrouve vers 11h30, moins 25. Hein, 11h30. Vous pouvez laisser vos sacs ici. Même quand vous oubliez votre téléphone codé, il retrouve le propriétaire immédiatement. Bon, alors ne vous inquiétez pas. Il y a des machines, vous pourrez prendre le café et les intervenants me suivent, moi. Les intervenants me suivent, moi.